Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'examen du diplôme d'études fondamentales DEIF, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, ou du moins des résultats de cette année. Enregistrés depuis 5 ans au Mali. 30,2% cette année contre 33% l'année dernière. Les résultats sont en chute libre en l'espace de seulement une année. Comment expliquer ces résultats? Est-ce que la faute incombe aux enseignants, aux parents ou aux élèves eux-mêmes? Nos invités répondront à ces quelques questions. Il s'agit de Koumba Yarissi, elle est professionnelle de l'éducation, enseignante à la retraite. Elle a également travaillé au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir madame. Bonsoir. On a également dans ce studio Yissoufi Diko, il est le directeur de l'Académie de Kati. Bonsoir monsieur Diko. Bonsoir. Tchernon Daou, secrétaire général. Tchemoko Daou, secrétaire général du SINSEC, c'est le syndicat national des enseignants du secondaire et des collectivités, oui. C'est bien cela? Oui, de l'État et des collectivités. Bonsoir monsieur Daou. Merci, bonsoir. Ibrahim Sidibé, il est ancien directeur de CAP, il est en ligne avec nous. Lundi 11 juillet 2016, je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, à la mise en onde, Nouhoun Djiré, auditrice, auditeur, bienvenue. Le grand dialogue. L'on dit de l'éducation d'un pays qu'il est incontestablement un des piliers majeurs dans la course au développement. 30,2%, c'est le résultat médiocre enregistré cette année. Pourtant, je le disais dans mon introduction, c'est le plus mauvais résultat depuis 2009. Sur les 237 000 candidats, un pourcentage d'environ 1 passant sur 3, soit moins d'un tiers. Alors, dites-moi, monsieur Diko, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, vous êtes le directeur, je le rappelle, de l'Académie de Kati, qu'est-ce qui explique ces résultats de cette année? Merci bien, monsieur Touré, mais disons que pour analyser les résultats d'un examen, il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Et dire d'emblée que ce sont des résultats catastrophiques me paraît un peu fort dans le contexte d'un système en construction. Il faut juste se dire que les résultats d'un examen peuvent évoluer en dents de scie. Ils peuvent être élevés une année et être bas l'année d'après. Et il faut donc prendre ces paramètres-là en compte pour essayer de comprendre les résultats et cette évolution. Cela dit, quand on regarde les résultats d'un examen, il faut se dire qu'il y a d'abord des enjeux qui sont liés à ces examens-là. Les enjeux sont d'abord politiques parce que l'État mobilise des ressources publiques et souhaite que ces ressources-là soient transformées en résultats. Il y a des enjeux qui sont pédagogiques, les enseignements, apprentissages qui sont dispensés, les enseignants voudraient qu'ils soient couronnés de succès au terme d'une année scolaire ou à la fin d'un cycle. Les enjeux sont également économiques et sociaux pour les parents qui mobilisent les maigres ressources qu'ils ont et qui voudraient que les enfants réussissent dans leur parcours. Maintenant, quand on regarde concrètement les résultats d'une année scolaire, il faut s'interroger sur ce qu'il y a eu comme effort fourni et consenti par chaque acteur concerné par les examens. Est-ce que l'élève candidat à un examen donné s'est donné la peine de fournir tous les efforts attendus de lui? On va revenir justement aux causes de la chose. Pour le moment, je vais donner la parole à Tchemoko Daou, il est du SINSEC. Tchemoko Daou, on remarque quand même que depuis 2009, qui a eu 65% de taux de réussite, le Mali n'a pas atteint 50% de taux de réussite au DF. On ne peut plus parler de dents de scie, à mon avis, à ce niveau. Alors, comment expliquer cela? Merci, monsieur Touré. Alors, moi, je pense qu'il a dit notre directeur d'académie, il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Évidemment, à partir de cette date, je crois que nous avons amené au niveau du DEF beaucoup de qui avaient été exclus depuis longtemps. Et si bien que le DEF était devenu presque pas un examen. Imaginez, il n'y avait pas histoire régio, il n'y avait pas biologie, il n'y avait pas EPS, il n'y avait pas anglais. Donc en ramenant toutes ces disciplines, nous avions pensé qu'il fallait aller en tout cas d'un taux plus bas. Il se rappelle quand il était au CAF des causes là, on avait un taux
extraordinaire moment là. On parle de quelle année En tout cas, à Bozela, quand il était décap. 2009 à 2013. Voilà. 2013. Voilà. Donc, quand on a amené toutes ces disciplines au DEF, le taux a été très très faible. Et il y a eu quelque part des réactions des parents d'élèves, ainsi de suite. Mais il fallait comprendre que, alors, en amenant toutes ces disciplines, il y avait beaucoup d'efforts encore à fournir au niveau des apprenants et au niveau des parents dans leur encadrement. Donc, à partir de cette date, nous avons supposé que chaque année, le taux devait aller en s'améliorant. Mais malheureusement, cette année, en tout cas, ça nous paraît un peu bizarre. Et certes, le directeur d'académie l'a dit, il y a souvent ça évolue en dents de scie. Cette année est bonne, l'année prochaine peut être un peu moins bonne. Donc, il y a cela, mais je crois qu'il faut encore revoir le système, parce qu'il a dit le système est en construction et nous sommes à la croisée même des méthodes pédagogiques. Voilà quelques raisons. Merci. Koumba Yarissi, alors quand on regarde les chiffres aujourd'hui qui parlent un peu d'eux-mêmes, 2014, 33,63%, 2013, on a vu 36%, après ça a chuté en 2011 encore, quand on revient un peu, 33%, et en 2010, 32,89%. Comment expliquer un peu cette fluctuation du taux, mais qui n'a jamais atteint 50% depuis 2009. Oui. De toute façon, la réforme est passée par là, Tchemoko. Pas simplement le fait d'avoir introduit des matières qu'on avait mises de côté. Il n'y a que, à partir de 2010, à l'instar des autres pays francophones, notamment à l'instar des pays de l'UEMOA, les moyennes de classe ne comptaient que pour 25%, et ça à condition que l'enfant ait 9,5 de moyenne à l'examen. Aussi bien au DEF qu'au baccalauréat. Les moyennes de classe qui sont... Les moyennes de classe, l'élève devait se débrouiller à avoir la moyenne à l'examen. S'il n'avait pas la moyenne à l'examen, c'était à partir de 9,50 qu'il y avait repêchage. Parce que, de toute façon, comme il l'a dit le directeur d'académie, la politique intervient. Moi, je veux 50%, je veux 100%. Eh bien, débrouillez-vous pour que ça soit comme ça. Mais depuis 2010, la réforme est passée par là, la réforme des examens. Voilà pourquoi vous allez voir que de 2010 à maintenant, ça oscille autour de 30%. Jamais 40%. Voilà. Je crois que ça, c'est une explication qu'il ne faut pas oublier. Monsieur Diko, je reviens vers vous. Juste le temps de faire réagir Ibrahim Sidibé au téléphone. Il est ancien directeur de CAP, il est enseignant. Monsieur Sidibé, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui 30,2% de succès au DEF aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, ce que je vais dire est peut-être subjectif, ça n'engage que moi-même, mais pour moi, ce système est en construction. Et on avait, dans le temps, par le passé, voulu faire plaisir aux politiciens, on avait voulu faire plaisir aux parents, on avait voulu faire plaisir à tout le monde, et on a laissé les choses se détériorer jusqu'à un certain niveau. C'est à partir, il y a bientôt 3 ans, 4 ans, que nous avons pris conscience qu'il fallait redresser cette barre, que sinon, vraiment, ça n'allait pas. Et nos fruits n'allaient pas plus être compétitifs dans la sous-région, nos produits. Les élèves formés dans nos écoles n'étaient plus compétitifs. Donc, c'est une prise de conscience généralisée qui a abouti justement à ce changement-là, à toutes ces réformes. On veut, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur du système, dans les centres d'examen, dans les salles de classe, que nous sommes en train de corriger. Et c'est nous qui, actuellement en place, sont en train de corriger ça. Et c'est ce qui explique que les gens s'étonnent devant le résultat. Or, les premiers résultats dont vous avez fait allusion n'étaient pas de vrais résultats. Non. C'est maintenant que nous commençons à avoir des résultats réels, fiables au DF. Voilà ce que je pense.
pour l'instant du problème. Monsieur Diko, directeur de l'Académie de Kati, souhaitait réagir? Oui, je voulais juste rebondir sur les propos de Mme Yaressi pour préciser que la réforme de 2010 a permis de mettre fin aux matières à évaluation continue qui faisait que beaucoup d'élèves étaient déjà admis pratiquement avant le déroulement des examens. Parce que l'histoire et la géographie, la biologie, l'anglais étaient des matières dans lesquelles les élèves ne composaient pas au DF, mais dans lesquelles la moyenne de classe était prise en compte. Et cette moyenne de classe était également prise en compte au niveau du calcul de la moyenne d'admission. Or, la réforme qui a été prise depuis 2010 indique que l'élève doit passer par ses propres efforts sur la base d'une moyenne stricte de 10 et plus. Si tu n'as pas 10 et plus, il te faut être dans une fourchette comprise entre 9 et 9,99 pour que la moyenne de classe soit prise en compte. Et cela fait que, comme elle l'a dit, puisque les élèves ne sont pas dans la logique de se battre par eux-mêmes pour avoir les 10, la moyenne stricte de 10, ils essaient d'avoir 9 en comptant sur la moyenne de classe qui est souvent malheureusement gonflée, et il y a des désagréments qui interviennent lorsque l'élève n'arrive pas à avoir la moyenne d'admissibilité qui doit être comprise entre 9 et 9,99. Alors on va rester encore avec vous, Youssouphi Diko. Vous êtes le directeur de l'Académie de Kati. Dites-moi, quand on compare comparativement le privé, le public, où est-ce qu'il y a eu le plus de bons résultats aujourd'hui cette année, si on a déjà des évaluations? Nous ne sommes pas allés dans l'analyse des résultats de façon pointue, mais il faut éviter de pointer du doigt un secteur au détriment d'un autre. Comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'analyse des résultats. Il y a, comme je l'ai dit au départ, le suivi parental qui compte beaucoup. Il y a le respect du temps réel d'apprentissage. Il y a donc ces différents facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte, de sorte que quand on regarde les écoles privées, elles ne sont pas forcément toutes meilleures ou moins bonnes que les écoles privées et que les écoles publiques. Et inversement, on ne peut pas dire que toutes les écoles publiques sont mauvaises ou meilleures par rapport aux écoles privées. Pour le moment, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas allés dans une analyse pointue par ordre, par type d'enseignement, mais je suis sûr que autant il y a eu des mauvais résultats dans le public, autant il y en a eu au niveau des écoles privées. D'accord, on va revenir vers vous, Thiemo Kondaou, secrétaire général de SINSEC. Quand on regarde les résultats, on voit que Gao a quand même enregistré 47% de succès. Alors, avec même les soubresauts sécuritaires, Gao qui arrive à faire 47%, alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, moi je pense que cette année, l'année scolaire s'est déroulée de façon presque normale, mais il faudrait prendre en compte le curriculum. Il y a des écoles à curriculum et il y a des écoles dans le système classique. Et je vous avoue que c'est les écoles qui sont à curriculum. Bon, même si on dit aujourd'hui il y a ceci, il y a cela, il y a vraiment des problèmes. Et lors de la revue sectorielle de l'éducation en 2014, nous l'avons dit, dès lors que l'État ne veut pas généraliser, qu'il arrête avec le curriculum. On est en train de... à double vitesse. Les enfants de certains sont dans une situation difficile, pendant que certains sont dans le système classique. Et à partir du DEF, vous n'avez pas le même niveau. À partir de en 3e année, 4e année ICICA, on donne le syllabaire à certains, on fait sans faute. Parce qu'ils sont du curriculum. Imaginez. On va revenir pour la suite de cette émission dans une poignée de secondes, juste le temps d'observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Vous écoutez l'émission Grand Dialogue du studio Tamani. On parle du DF 2016. Pourquoi il y a eu ces résultats catastrophiques selon certains? On est avec Issoufi Diko, il est le directeur de l'académie de Kati, Tchemokon Daou, autant pour moi, secrétaire général du SINSEC. On est avec également Koumba Yarissi, professionnel de l'éducation, enseignante à la retraite. Ibrahima Sidibé, il est ancien directeur de CAP. Alors, Ibrahima Sidibé, dites-moi, vous qui avez un peu sillonné le Nord, est-ce qu'il y a une particularité qui fait que à Gao, par exemple, on a 47% de réussite? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une particularité au Nord qui fasse que Gao est 47%. Parce que, vous savez, hein, les résultats, là, il faut les prendre avec des pincettes. Et on ne peut pas dire que de façon particulière que Gao a les meilleurs enseignants, que Gao a les meilleurs élèves. Et que c'est ce qui explique justement ce résultat de Gao. Il est difficile. Mais quand on évalue, par exemple, l'année dernière, Tombouctou était en tête des sondages quand on voit les résultats. Déjà, ça nous fait Tombouctou l'année dernière, en tête, Gao cette année. J'ai une autre perception de ces résultats-là. C'est pourquoi je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails par rapport à ces résultats de 60%, de 50%. Non. Gao n'est pas particulier. Non. D'accord. Tous les résultats auraient dû être les mêmes. D'accord. Parlons un peu. D'accord, on va parler un peu des responsabilités. Il est clair qu'il y a baisse de niveau quand on compare les résultats de cette année aux années précédentes. Maintenant, on a tenté un peu d'expliquer. Moi, je pose la question suivante à M. Diko, directeur du CAP, directeur d'académie de Kati. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un système qui est en cause? Est-ce que c'est le système même de l'enseignement qui est mis en cause? Avant de répondre à cette question, vous me permettrez de revenir à une déclaration du camarade Dao concernant le curriculum, pour dire que si le curriculum en tant qu'innovation pédagogique était la cause des résultats, Gao ne devrait pas avoir 47% parce que à Gao, le nombre d'écoles privées est très limité et les écoles publiques dominent dans la région de Gao et le curriculum est pratiqué à ce niveau-là. Donc, alors pour la bonne compréhension de nos auditeurs, le curriculum. Le curriculum, c'est une innovation pédagogique qui consiste à opter pour un bilinguisme au sein de l'école. Les élèves commencent pour la première année exclusivement en langue nationale et le français est introduit progressivement jusqu'au niveau de la 4e année. Et en 5e, 6e, ça se fait en français seulement pour continuer au niveau du second cycle en français. Ce qui se passe, c'est que au départ, on prend 100% de langue nationale. Deuxième année, 25% de français. Ensuite, on passe à 50% de français. On inverse progressivement pour qu'il y ait les 100% de français. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est que on se dit que les enfants comprennent mieux quand ils apprennent, ils commencent leur scolarité dans leur langue maternelle. On se dit également que dans l'entourage familial, il y a des parents, des aînés qui pourraient les accompagner dans leur processus d'apprentissage. Et c'est ce qui explique cette innovation. Maintenant, pour revenir à la question que vous aviez posée au départ, nous sommes dans un système en construction. Et ce sont les bases qu'il faut installer et ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de vigilance pour éviter que l'édifice en construction ne puisse s'effondrer. Et c'est ce qui fait par exemple que d'un an à un autre, les gens n'arrivent pas à se comprendre sur les résultats qui sortent du système parce que chaque fois que l'on produit des résultats, à l'analyse, on se rend compte qu'il y a des éléments d'appréciation qui n'ont peut-être pas été pris en compte
par tout le monde et on intègre ces éléments d'appréciation-là pour corriger l'année suivante. Ça donne une impression d'éternel recommencement, mais il faut juste comprendre que nous sommes dans une réforme, dans un système en construction. Ça va être lent au départ, mais le décollage est possible. Tiens, Mkondaou de SINSEC, alors je voulais un peu réagir parce que le curriculum, il l'a dit, mais dans le cap de Djellébou, je suis à la Cité de la Solidarité. Nous avons déménagé, ils sont à la 14e année. C'est cette année que nous avons eu le plus mauvais score avec le curriculum là. 5 élèves. Et au voisinage, on a une école privée qui fait 100%. Pourtant, ils ne sont pas mieux, ces enseignants ne sont pas mieux que chez nous là. Mais malheureusement, avec le curriculum, on ne forme pas les enseignants. Mais une semaine de formation pour une langue nationale, ça c'est ça une formation. Moi, je pense que l'État doit se ressaisir, généraliser ou arrêter. On est en train de pénaliser les enfants des pauvres. Absolument. Je le dis et je le maintiens parce qu'en 2014 on avait dit et le Ségal en son temps nous avait promis qu'on allait évaluer et voir si on pouvait continuer ou arrêter. Une politique nationale, je crois que c'est pour le bien-être de la population entière. Si on doit cibler des populations pour massacrer les enfants, on ne peut pas être continuel. Le curriculum n'est pas bien fait parce que les formateurs ne sont pas formés. Je suis formel. Tchemrondaï, moi j'ai encore une question pour vous du SINSEC. Est-ce qu'aujourd'hui, on remarque, si on regarde les réseaux sociaux, on a vu quelques images qui ont circulé pendant quelques jours sur les réseaux sociaux où les enfants se plaignaient de la rigueur qu'il y avait dans les salles d'examen. Ils n'ont pas pu tricher, selon ce qu'ils disaient. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a un peu de fraude généralisée qui était presque institutionnalisée lors des examens qui se passaient? Oui. On a tenté de circonscrire, même si aujourd'hui il y a encore des problèmes. Parce que même cette année, je sais que dans certaines écoles, des directeurs d'école même faisaient des secrétariats, dans certaines écoles. Mais nous tentons de minimiser la fraude. Aussi bien au niveau du DEF, en tout cas au niveau de tous les examens. Donc avec la rigueur, c'est sûr que les enfants ne vont compter que sur eux-mêmes. Ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Les parents d'élèves aussi doivent prendre conscience et encadrer leurs enfants. Parce que acheter un diplôme pour un enfant, là, c'est le mauvais sort que vous réservez à votre enfant. C'est le mauvais sort. Pendant que l'enfant, il doit vivre de ses propres moyens, il doit pouvoir passer d'une classe à une autre, avoir un diplôme et être compétitif sur le marché. Mais malheureusement, certains ne comprennent pas et c'est le moment de faire la ronde pendant les examens. Et je crois que le département joue quand même, en tout cas, fournit des efforts pour quand même bien dérouler les examens, même si ça et là encore on a des problèmes. Même cette année, il y a eu des problèmes. Koumba Yarissi, vous êtes professionnel du secteur de l'éducation, mais également mère de famille. N'y a-t-il pas eu d'émission des parents, on va dire? C'est trop facile, de charger. Quelque part, quand on regarde les parents qui donnent de l'argent aux enfants pour aller dans la salle d'examen, pour éventuellement parfois payer les enseignants ou les surveillants qu'il y a, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui au Mali, ça. Alors, ce sont les enfants, les parents qui sont responsables. Et ceux qui vendent alors, ils doivent passer à la potence. Bien sûr. Ils doivent passer à la potence. Monsieur Touré, on ne va pas faire dans la langue de bois. Nous sommes à 56 ans d'indépendance. La réforme de 62 a été, et Modibo Keïta a reçu les félicitations de l'UNESCO. Qu'on ne nous dise pas en 2016 que notre système est encore en construction et qu'on a des circonstances atténuantes. Si tous les enfants peuvent avoir de l'argent et acheter des diplômes, les premiers qu'on doit passer à la potence, ce sont les enseignants, les surveillants et consorts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation de base de la famille aujourd'hui n'est pas un peu remise en cause? Oui, ben la famille c'est tout le monde. La famille c'est tout le monde. Ça ne se répercute pas? La famille c'est tout le monde. C'est aussi bien les enseignants. Les enseignants sont des parents. C'est aussi bien les enseignants que nous autres, que tout le monde. Tout le monde est interpellé. Moi, je me dis un certain nombre de choses. Il faudrait regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les plans d'ajustement structurel. On a détricoté le système éducatif malien. Dans les autres pays, on en a moins souffert
parce qu'on avait beaucoup plus d'argent, on avait beaucoup plus d'engagement et la volonté politique était plus forte. Il y a eu les plans d'ajustement structurel. Toutes les écoles de formation ont été fermées. On a renvoyé des enseignants, on leur a donné quelques petits millions. Et c'est comme ça que l'école a glissé. Comment rattraper? Le mouvement démocratique, après Moussa Traoré, aurait dû commencer par là. Essayer de rattraper ce qui s'est défait pendant 23 ans. Mais au passage, moi je rends hommage, parce que j'ai été là, je rends hommage à tous ces enseignants qui ont souffert le martyre, qui n'étaient pas payés pendant 3 mois, 4 mois, mais qui n'ont jamais vendu de diplôme. Et qui ont tout fait, qui ont mis un point d'honneur à avoir de bons résultats. Parce que c'est une compétition entre les professeurs, entre les enseignants. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc, jeter la pierre à la famille. Moi, je vous dis, même en ce qui concerne la diaspora, ce que la diaspora envoie, le deuxième poste de dépense dans ces milliards-là, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et vous voyez partout. Ce n'est pas le syndicaliste qui va me contredire. À la limite, si on ne met pas la pression sur les parents pour prendre des cours par-ci, pour acheter des trucs par-là, à ce moment-là, je crois que le département a la responsabilité d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Parlons du privé. Le lycée, le secondaire, ce sont les 2/3. Quand vous prenez 3 lycées, 2 appartiennent à ceux qui veulent se faire de l'argent. L'école fondamentale, évidemment, personne ne sait. Le nombre. Ils sont là, ils ne savent pas combien d'écoles il y a. Ah oui, le pourcentage, personne ne le maîtrise. Aujourd'hui, les statistiques nous parlent de 27% des écoles qui appartiennent à l'État contre pratiquement 100% des écoles qui appartenaient à l'État. Ça veut dire qu'on a échoué. Il y a 20 ans déjà. Oui. Alors, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, le temps de faire réagir Ibrahima Sidibé, ancien directeur de CAP. Monsieur Sidibé, n'y a-t-il pas aussi, on va dire, une baisse de niveau du corps enseignant aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une responsabilité à imputer aux enseignants aujourd'hui? Quand on remarque qu'avec de nombreux vacataires aujourd'hui, il y a une baisse de niveau très flagrante au niveau des enseignants aussi. Est-ce que cela n'est pas également responsable du faible taux au DF cette année? Bon, je crois que lorsqu'il s'agit de la réussite scolaire, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. L'enseignant n'y a fait que pour 22, des études scientifiques ont prouvé que 21 à 25%, ça c'est la part de l'enseignant. Il y a ce qu'on appelle l'environnement immédiat de l'élève. Il y a l'environnement de l'école. Il y a les programmes scolaires, comme tantôt le syndicaliste a dit. Et nous sommes allés de tâtonnement. On change chaque fois de méthode pédagogique. On change chaque fois de système. Et justement, il faut comprendre que c'est des résultats de plus de... Nous sommes en train d'enregistrer des résultats de plus de 20 ans de laisser aller. Moi, je félicite d'ailleurs cette équipe s'ils arrivent à se maintenir autour des 33%. Vous savez ce que je pense? Je me dis, il faut que les résultats, les termes de cruauté, il faut que les résultats arrivent à 12% pour que l'ensemble du Mali prenne conscience du fait que tout ce que nous avons fait durant tout ce temps-là, c'était la complaisance. Et tout le monde va y prendre conscience. Qu'est-ce que nous avons fait pour améliorer, justement? Chaque année, on constate, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse améliorer ces résultats? Qu'est-ce que l'État ou les parents ou l'ensemble des Maliens ont décidé? Voilà ce qu'il faut faire pour arrêter ce déluge. Et la part de l'enseignant est minime. D'accord, nous reconnaissons que les produits actuels ne sont pas aussi ça, mais qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer, justement, pour renforcer les compétences de ces enseignants-là, de ces enseignants qui ont, si vous voulez bien, la charge de nos enfants. Ce sont eux qui sont chargés
d'éduquer nos enfants, de les instruire. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour l'enseignement en général? Comme l'a dit l'autre là, 10 jours, 15 jours de formation en curriculum, on regroupe les enseignants. Mais vous ne pouvez rien maîtriser au bout de 15 jours, 20 jours, non? Il faut que les gens cessent vraiment de se voiler la face, qu'on regarde notre avenir. D'accord, merci. Quelques secondes de pause, nous revenons continuer ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. Nous parlons d'IDF 2016 avec nos invités qui sont au nombre de Kati Soufi Diko, directeur de l'Académie de Kati, Tcherno Ndao, secrétaire général, Tchemoko Ndao, secrétaire général du SINSEC. Voilà, Ibrahim Sidibé, il est ancien directeur de CAP, Koumba Yarissi, professionnel de l'éducation. Alors, nous entamons le dernier chapitre de cette émission, mais à présent, moi je souhaiterais poser une question à Issoufy Diko, le directeur de l'Académie. Est-ce que vous pensez que la prolifération des écoles privées est un facteur aujourd'hui qui a handicapé quelque part l'école? Puisque quand on voit parfois que des non-professionnels de l'éducation qui, par business opportunité, se sont lancés dans le secteur. Bien entendu, il y avait énormément de subventions autour de l'éducation, donc les gens en ont profité. Est-ce que vous pensez quelque part que ça a contribué à rabaisser le niveau? Disons d'abord que pour ce qui est de la prolifération des écoles privées, c'est un besoin qui est comblé quelque part. L'État a la responsabilité d'éduquer tous ses enfants, et si les structures publiques n'ont pas pu accueillir tous les enfants du pays, il faudrait bien que, à travers la libéralisation du secteur de l'éducation, les enfants qui ne sont pas dans les structures publiques puissent bénéficier du droit à l'éducation, qu'ils ne restent pas au bord de la route. Maintenant, dans cette politique de libéralisation de l'école, il y a eu, il faut l'avouer, beaucoup de laisser-faire pendant longtemps. Et c'est pourquoi déjà, ces dernières années, le département est dans une logique d'assainissement du secteur de l'éducation. L'année dernière et l'année d'avant, il y a eu des grincements dedans. Vous avez sans doute entendu parler des réactions de certains promoteurs qui n'étaient pas d'accord avec les mesures prises par le département afin d'assainir le secteur. Mais parmi ces promoteurs, je crois qu'il ne faut pas accuser tout le monde au même niveau. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, et chaque fois que les constats sont faits, des mesures sont prises. Malheureusement, on ne fait pas trop de publicité sur les mesures qui sont prises, mais si on va dans le détail au niveau des CAP, au niveau des académies, on se rend compte que telle école qui était là l'année X n'est plus en situation de fonctionnement parce que, au vu des situations concrètes sur le terrain, des mesures administratives ont été prises et les écoles ont cessé de fonctionner. Ce qui arrive très généralement, c'est que les gens se plaignent des situations à la maison, dans les grains, au service, mais ils ne rapportent pas l'information au niveau des structures techniques concernées ou au niveau des structures de décision, de sorte que quand l'information n'est pas entre les mains de celui qui est censé prendre la mesure, ça ne marche pas. Mais en tout cas, pour ce que je sais, là où les informations ont été apportées à qui de droit et de façon documentée, les mesures appropriées ont été prises aussi. Alors, Tchemoko Ndao du SINSEC, Madame Yarissi, je vous fais réagir dans une seconde. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut parler de responsabilité des élèves également à un certain niveau ? Puisque aujourd'hui, avec le laisser-aller qu'il y a eu, les élèves, les différentes manifestations depuis de 91 à maintenant, on a difficilement eu une année scolaire complète. Aujourd'hui, les doléances des élèves et étudiants sont sur les tables encore. On va de manifestation en manifestation quasiment chaque année. Oui, mais moi je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État.
Parce que l'État a des statistiques, je crois qu'il y a une direction nationale des statistiques, et je crois que l'État doit construire les structures en fonction des structures. Les enfants, des besoins, les enfants en âge d'aller à l'école. On doit recruter des enseignants conformément. Alors, vous avez tantôt parlé du système des vacataires, mais parlons aussi du système des sous-tard, les premières années des indépendances. Mais des gens ont été mutés pour enseigner pendant qu'ils ne savaient pas écrire leur nom. Je me rappelle que Sanogo était obligé d'amener des parents pour témoigner qu'il n'a pas été à l'école. Parce qu'on l'avait muté pour aller enseigner. Mais les sous-tard étaient engagés. Et tout ce qu'on leur demandait, je crois qu'ils le faisaient dans les structures, dans les normes. Vous avez été à l'école, mais pas trop loin. Voilà. Mais maintenant, avec le système des vacataires, même si on a multiplié les structures de contrôle, ces structures ne fonctionnent pas normalement. Je me rappelle que quand j'étais au premier cycle, les années 70, mais il n'y avait que l'inspecteur un seul inspecteur dans tous les cercles de Koutiala, c'est le Kene Koulibaly. Mais tout le monde travaillait parce qu'il venait en visite inopinée, il n'informait personne. Mais si le dégât doit s'asseoir pour dire que oui, je vais chez vous demain, je vais chez vous après-demain, mais qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans ce travail? Moi, je pense que c'est au département de mettre les structures de contrôle à la tâche. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, un directeur d'école au niveau du premier cycle, il doit viser les cahiers tous les jours. Mais ce visa est formel aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait le BT, le CAP, vous le recrutez pour enseigner, vous ne suivez même pas sa préparation. Alors, comment vous voulez qu'on améliore les niveaux? Donc, tout est au niveau de l'État. L'État ne forme pas correctement les gens. L'État ne fait pas de suivi dans ces structures. Pourtant, on a multiplié. Il y a plein d'académies, il y a plein de CAP aujourd'hui, mais les niveaux baissent. Il y a plein d'argent. Oui. Alors, je reviens vers vous, Koumba Yarissi. Quelle est la solution aujourd'hui au niveau de l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les solutions sont connues de tout le monde, hein, M. Touré. Les solutions sont connues de tout le monde. Il y a eu des états généraux, il y a eu toutes sortes de concertations. Et le dernier en date, c'était le Forum national de l'éducation. En 2008. En 2008. Et c'est tout le monde qui s'est retrouvé au chevet de l'école. Mais les recommandations n'ont pas été appliquées ni à un niveau estimable par l'État, ni par les syndicats, ni par les parents, ni même par la société civile. Parce que chacun des acteurs, chacun des partenaire de l'école a été mis devant ses responsabilités. En ce qui concerne le département, c'est lui, on a affecté en 2012, je crois qu'on était à 35% du budget. Peut-être qu'après le coup d'État, ça a changé. Ce n'est même pas peut-être. Soit ça plus de 230 milliards l'année. Voilà. Pour une année qui fait 365 jours. Oui. La question n'est pas de dépenser 1 milliard par jour. Le problème, c'est une question cruciale quand même. Oui, c'est une question cruciale. Oui, vous voulez simplement dire que 1000 millions, c'est quand même beaucoup, mais on est sur 1 200 000 km². Et si on dépensait cet argent convenablement, en créant, avec la décentralisation, monsieur le directeur d'académie, en créant dans chaque région un centre de formation continue, de formation des inspecteurs, de formation des conseillers pédagogiques, de formation des directeurs, parce que des directeurs, leurs revendications, des fois, ce sont les syndicats qui les portent. Et ce n'est pas normal. Un directeur représente, lui, il représente le département. Donc, il y a que on doit faire cet effort-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la petite enfance aussi. Les maires, il y a la décentralisation, on envoie de l'argent dans les collectivités. Ils doivent s'occuper de la petite enfance parce qu'un système harmonieux commence à l'âge de 2 ans jusqu'à l'université. Parce que la socialisation commence à cet âge-là. Mais, absolument. On va vous donner la parole tout à l'heure. Alors, le temps de faire réagir Ibrahima Sidibé, ancien directeur de CAP. Monsieur Sidibé, est-ce que vous pensez qu'il faut totalement remanier le secteur de l'éducation pour qu'il fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il faut tout casser, reconstruire, ou est-ce qu'il faut continuer à aller sur cette lancée-là, petit à petit? Non, on ne parle pas sur cette lancée.
objectivement, et là, il faut, ce que je proposerais comme solution, c'est qu'on a déjà l'existant. Il faut renforcer les compétences des enseignants à partir des formations continues. La formation des directeurs de CAP et d'académie à partir de formations continues. Essayer de renforcer aussi les compétences des formateurs de formateurs, c'est-à-dire des professeurs des IFM, qui forment aussi les sortants de nos IFM. Mieux, lorsque vous aurez formé les enseignants, il s'agit de créer, c'est ce que l'État ne veut pas faire à présent, ce qu'on appelle un plan de carrière des enseignants. Voilà, vous avez fait tel rendement cette année, vous avez fait telle formation, normalement on s'attend à tel résultat de ta part. On juge ton rendement et en fonction de cela, vous passez à une catégorie supérieure. Mais tu commences tout de suite à enseigner et vers la fin de ta carrière, tu te retrouves au point de départ comme si vous n'aviez rien fait. Justement, ça n'encourage pas, il n'y a pas de motivation réelle des enseignants. Il faut justement les former, renforcer leurs compétences, mais aussi, sinon il y a déjà l'existant, il y a beaucoup à faire. Ce n'est qu'une question de gestion, de management. De mettre tout ça là ensemble pour donner de la qualité. Voilà mon point de vue. Merci. On va à présent donner la parole à monsieur le directeur Youssouphi Diko, directeur de l'Académie de Kati. Vous avez parlé tantôt du curriculum. Est-ce qu'il faut, c'est une piste à suivre, est-ce qu'il ne faut pas justement valoriser nos langues nationales qui sont mieux comprises par les élèves? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'élève qui apprend dans sa langue maternelle apprend mieux. Peut-être que dans les pratiques, il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Et si c'est le cas, je suis d'avis qu'il faille aller dans ce sens. Et justement, les collègues ont parlé de formation continue des enseignants. Il y a un dispositif en la matière. Il faut juste que tout le monde s'implique pour que ce dispositif fonctionne normalement. Il est prévu par exemple pour les enseignants au niveau du fondamental ce qu'on appelle la communauté d'apprentissage, qui consiste à prendre en charge les besoins de formation des enseignants au niveau de l'équipe école, de répondre à ces besoins-là juste au niveau de l'école à travers des compétences identifiées. Si par exemple dans l'école où M. Dao exerce, un collègue estime qu'il a des difficultés dans telle discipline, plutôt que d'aller chercher de l'argent avec des bailleurs de fonds, ce qui n'est pas certain, pour venir le former, le collègue exprime son besoin à travers ce dispositif de formation continue. Et son directeur d'école organise une séance au cours de laquelle l'enseignant bénéficie de la connaissance de M. Dao en présence des autres enseignants. Il y a ce dispositif qui est là, mais qui ne fonctionne pas malheureusement comme on l'aurait souhaité. Le monde change. Alors, je n'ai pas fini. Il y a également un autre projet qui est logé au niveau de la Direction nationale de l'enseignement normal qu'on appelle FORMER, formation des enseignants et évaluation des apprentissages. C'est un dispositif qui est là et qui est en cours depuis l'année dernière seulement. Et à partir de cette année, il y a une autre initiative qui va commencer avec l'OIF. Et toutes ces initiatives sont là pour former les enseignants en s'appuyant sur les technologies, de l'information et de la communication. Il faut que l'on sorte du schéma classique où on doit réunir les enseignants pendant un atelier de 2, 3 jours ou 4 jours, une semaine, dont les résultats ne sont pas certains. Ceci est compris, monsieur le directeur. À présent, Tchamoun Daou pour le mot de la fin en 30 secondes. Voilà, moi je pense que le directeur l'a dit, si réellement on veut que le curriculum soit bien appliqué, il faut généraliser. Parce que si on généralise, que l'on soit privé ou public, je suis sûr qu'on va résoudre les problèmes. Mais cibler des écoles, ce n'est pas bon.
Merci M. Ndao. Oui, les enseignants dans les écoles privées, il faudrait s'en occuper. Oui, former, mettre des enseignants à leur alors disposition. Malheureusement, le temps imparti arrive à sa fin. Le temps imparti arrive à sa fin, mais auditrices, auditeurs, ceci met donc un terme au débat de ce jour. À la mise en onde, nous dirait Ayoubasso a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci et à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.